Toutes les histoires publiées sur notre chaîne sont des histoires de nos abonnés, créées par nous à partir d'événements réels que nous avons vécus ou dont nous avons été témoins. Nous publions de nouvelles histoires chaque jour pour votre divertissement. Nous espérons qu'elles vous plairont. Merci. Ce ne fut pas une dispute, ni une scène dramatique. C'était un jeudi soir de septembre et j'avais 2 billets pour un concert dont je savais qu'il lui plairait énormément. C'était son groupe préféré, pas le mien, mais je me souvenais qu'elle en avait parlé en passant des mois auparavant, quelque chose sur la façon dont cette musique l'avait aidé à traverser sa dernière année de lycée. J'ai passé 3 semaines à éplucher les sites de revente jusqu'à ce que je trouve de bonnes places qui ne coûtèrent pas la moitié de mon salaire. Je pensais qu'elle sourirait en les voyant. Je pensais qu'elle pourrait même me serrer dans ses bras comme elle le faisait au début de notre relation, quand tout semblait vivant entre nous. Mais quand je lui en ai parlé, elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. Ses mots exacts furent « Pfff, je suis si fatigué ces derniers temps. Peut-être la prochaine fois. » Je suis resté là debout 1 seconde, tenant les billets comme un idiot. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, aucune curiosité. Elle n'a même pas demandé quel jour c'était. Elle ne m'a même pas regardé. C'est la première fois que je l'ai vraiment vue. La distance, pas celle qui s'insinue en silence. Celle-ci vous claque la porte au nez et vous met au défi de dire quelque chose. Je ne me suis pas battu. J'ai juste hoché la tête et dit « D'accord, pas de problème ». Ce week-end-là, elle est sortie boire des verres avec ses amis. Pas 1, mais 2 fois. Elle est rentrée tard les 2 soirs, les talons à la main, le maquillage coulé, se plaignant du chauffeur Uber ou du bruit assourdissant de la boîte de nuit. Je lui ai demandé si elle s'était amusée. Elle a répondu « Oui », comme si c'était une évidence, comme si le monde extérieur lui offrait quelque chose que je ne pourrais jamais lui donner. Les billets de concert sont restés dans mon tiroir. J'en ai donné un à mon jeune cousin et j'y suis allé seul. Je lui ai dit que j'avais une 2e place, mais qu'elle ne se sentait pas bien. Je ne voulais pas dire la vérité à voix haute. Je n'étais pas prêt à entendre le son que cela ferait. Ce soir-là, debout, au milieu d'une foule d'inconnus, en regardant son groupe jouer sa chanson préférée en live, j'ai réalisé que je connaissais toutes les paroles. Je l'avais entendue si souvent à travers les haut-parleurs de sa voiture, dans la cuisine, lors de longs trajets pour aller chez ses parents. Mais cela faisait plus d'1 an qu'elle ne m'avait pas regardé comme elle regardait son téléphone ces derniers temps. En rentrant, elle dormait quand je suis arrivé. Pas de réveil, pas de message, juste le silence. La maison en était remplie. Maintenant, vous savez ce qui est étrange. Avant tout ça, je n'avais jamais remarqué le schéma. Mais après ce concert, j'ai commencé à tout voir. Chaque soir réglé comme une horloge, elle était fatiguée. Fatiguée quand je lui touchais le bras. Fatiguée quand je lui embrassais le cou. Fatiguée quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Fatiguée quand je cuisinais. Fatiguée quand je ne cuisinais pas. Fatiguée quand je suggérais un voyage. Fatiguée quand je voulais juste m'allonger sur le canapé avec elle et ne rien dire. Et pourtant, elle n'était jamais trop fatiguée pour les autres. Elle avait de l'énergie pour le drame de sa sœur, pour les ragots sur le divorce de ses collègues, pour le shopping, pour les déjeuners, pour les marathons de séries qu'elle regardait sans moi. Mais pour moi, je recevais la version d'elle qui n'avait plus rien à donner. Et je n'étais pas un partenaire absent. Je n'étais pas froid. Je ne la trompais pas. Je ne travaillais pas 18 heures par jour. J'étais juste un homme qui était constamment présent, qui lui demandait si elle allait bien, qui préparait le dîner 3 soirs par semaine, qui payait les factures, qui lui massait les pieds quand elle rentrait stressée, qui se souvenait de ses rendez-vous médicaux, qui tenait ses promesses. Mais rien de tout cela ne semblait compter. Elle a cessé de rire à mes blagues. Elle a cessé de me demander autre chose que « As-tu sorti les poubelles ?» Elle a cessé de me toucher. J'ai commencé à me demander si elle n'était pas épuisée par le contact d'ailleurs. Une fois, je lui ai demandé si tout allait bien entre nous, juste ça, une simple question. Je ne l'accusais de rien. J'avais juste besoin de savoir où nous en étions. Elle a soupiré et a dit « Tu deviens toujours si émotif pour des broutilles. On peut éviter ça. » Je l'ai fixée, me demandant à quel moment elle avait cessé de vouloir ne serait-ce que parler. Je n'ai pas insisté. Je ne voulais pas me disputer. J'essayais encore de m'accrocher à quelque chose, de ne pas agiter un bateau que j'étais le seul à ramer. Mais je n'étais pas aveugle. Je remarquais les petites choses. Comment son téléphone n'était soudainement plus jamais posé face vers le haut. Comment elle avait changé son écran de verrouillage. Comment elle souriait en tapant des messages. Comment elle a commencé à se maquiller davantage juste pour sortir avec des collègues. Comment elle a commencé à écouter de la nouvelle musique. Des choses que je ne l'avais jamais entendu écouter auparavant. Comment elle effaçait les conversations, nettoyait les historiques, établissait des limites que je n'avais jamais franchies. Je ne l'ai pas accusée de me tromper. Je n'étais pas sûr. Je ne voulais pas savoir, pas encore. À ce moment-là, ce qui me faisait le plus mal n'était pas l'idée de quelqu'un d'autre. C'était l'érosion lente de ce que nous avions. C'est là que j'ai su que quelque chose avait changé.
Elle ne se souciait plus de ce que je ressentais. Mes humeurs, mes journées, mes pensées ne faisaient pas partie de son monde émotionnel. Je pouvais entrer dans une pièce silencieuse, stressée, triste, et elle ne demandait jamais « Tu vas bien ?» Mais si elle passait une mauvaise journée, elle explosait et s'attendait à ce que j'absorbe tout. Si elle était anxieuse, elle avait besoin que je la calme. Si elle était inquiète, je devais tout laisser tomber pour arranger les choses. Et je le faisais. Pendant longtemps, je l'ai fait parce que les hommes comme moi sont élevés pour continuer, pour être utiles, pour pourvoir, pour rester silencieux, jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de nous et alors apparaître solide comme un roc. Mais les rocs ne saignent pas. Et moi, je saignais à l'intérieur. J'ai commencé à me replier sur moi-même. J'ai cessé de partager des choses. J'ai arrêté de mentionner les livres que j'aimais, les passe-temps qui me manquaient, les souvenirs dont nous rions autrefois. À quoi bon? Elle se déconnectait dès que j'ouvrais la bouche. Et quand je restais silencieux trop longtemps, elle disait « Tu as changé. Tu es distant. » Comme si elle n'avait pas construit un mur et me reprochait la vue. Le pire, c'est qu'elle me manquait, même quand elle était juste à côté de moi. C'est une forme particulière de solitude. Être allongé dans le lit à côté de quelqu'un qui vous faisait autrefois ressentir une douleur d'amour dans la poitrine. Et maintenant, vous ne faites que fixer le plafond pendant qu'elle fait défiler son fil d'actualité. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas me venger. Je voulais juste qu'elle me regarde comme avant. Comme si j'avais de l'importance, comme si je n'étais pas un meuble, comme si je n'étais pas invisible. Mais les gens ne réalisent ce qu'ils ont perdu que lorsqu'on arrête de frapper à leur porte. Et moi aussi je commençais à être fatigué. Pas le genre de fatigue qu'elle prétextait toujours. Non, c'était le genre de fatigue qui vient du fait de supplier sans utiliser de mots. De montrer de l'amour et de recevoir le silence en retour. De s'accrocher à quelque chose qui vous a déjà lâché. C'est alors que la première pensée m'a frappé. Peut-être qu'elle ne m'aime plus. Peut-être que j'ai juste trop peur de l'admettre. Mais ce n'était pas seulement de la peur. C'était de l'habitude. C'était de l'espoir. Et il mourait lentement chaque nuit. C'est étrange comme on peut vivre dans la même maison avec quelqu'un, manger à la même table, dormir dans le même lit, et pourtant se sentir comme un étranger de l'autre côté d'une porte fermée. Je pensais que la communication était notre point fort. Au début, nous parlions de tous les rêves, les peurs, les souvenirs d'enfance, les pensées aléatoires, à 2 heures du matin. Rien ne semblait interdit. Nous restions éveillés à parler bien après que la télévision se soit éteinte. Ses pieds blottis sous ma jambe, sa voix douce dans l'obscurité. Ce silence entre nous était autrefois confortable comme à la maison. Mais dernièrement, le silence avait commencé à se sentir hostile. La première fois que je l'ai vraiment remarqué, c'était un mardi. J'étais rentré du travail épuisé. Pas seulement physiquement, mais mentalement. J'avais eu une journée difficile. Mon patron m'avait humilié devant l'équipe, les échéances s'accumulaient, et je commençais à me demander si je ne gaspillais pas des années dans un travail qui me prenait plus qu'il ne me donnait. Je suis entré, j'ai posé mes clés dans le vide-poche, et elle était dans la cuisine à réchauffer des restes. Je n'attendais pas un grand accueil. Je n'avais pas besoin de feu d'artifice. J'avais juste besoin qu'elle me regarde et dise « Hé, ça va ?» Mais elle a à peine levé les yeux. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai essayé. « Je crois que j'ai vraiment tout foiré aujourd'hui », ai-je dit. Mon patron m'a démoli pendant la réunion du matin. Et honnêtement, je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter cet endroit. Elle se servait un verre de soda. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a même pas tourné son corps vers moi. Elle a juste dit « Ce n'était sûrement pas si grave ». Et elle est partie dans le salon. Cette phrase, elle a résonné « Ce n'était sûrement pas si grave ». Aucune curiosité, aucune question de suivi. Pas de « raconte-moi ce qui s'est passé ». Juste un rejet. Comme si j'étais un employé essayant de se plaindre aux ressources humaines et qu'elle avait mieux à faire. Je me suis assis à côté d'elle et suis resté silencieux pendant quelques minutes. L'émission qu'elle regardait n'était même pas intéressante. Elle regardait simplement son téléphone la moitié du temps. J'ai décidé de réessayer. Tu te sens parfois coincé dans ton travail. Genre, à quoi bon tout ça? Elle a soupiré comme si je lui demandais de faire sa déclaration d'impôt. Puis, sans me regarder, elle a marmonné « Chérie, je suis fatiguée, on peut en parler plus tard. » C'était la 2e fois en une journée. Elle l'a dit comme si elle était trop fatiguée pour s'en soucier, pas physiquement épuisée, mais émotionnellement désintéressée. De la même manière qu'on congédie un vendeur à domicile quand on n'a pas faim. Pas cruel, juste indifférent. Et ça faisait plus mal que la colère n'aurait jamais pu le faire. À partir de ce jour, j'ai commencé à remarquer le schéma chaque fois que j'abordais quelque chose. Quelque chose de significatif, de vulnérable, ou même juste une pensée que je voulais partager. Sa phrase habituelle était « Je suis fatigué ». Et pourtant, quand elle voulait parler, je devais écouter.
Il y avait des nuits où elle restait éveillée, à pester contre la microgestion de son patron, contre son ami qui avait trahi sa confiance, contre sa cousine qui postait à nouveau des photos provocantes pour se venger de son ex. J'écoutais chaque détail. Même quand j'étais à moitié endormi, même quand je devais me lever dans 5 heures, j'offrais des solutions, des conseils, ou simplement le silence quand elle avait besoin de se défouler. Je faisais ce qu'un partenaire est censé faire. Mais quand j'avais besoin de ce même espace, il était toujours fermé. Comme un magasin qui n'ouvrait que dans un sens. Je l'ai mise à l'épreuve une fois. J'ai attendu qu'elle passe une mauvaise journée. Je n'ai rien demandé, rien dit, je suis juste resté assis là. Elle a commencé à se plaindre. À mi-chemin, elle s'est arrêtée et a dit « Tu m'écoutes ?» Et j'ai répondu calmement « Est-ce que tu m'écoutes toi un jour ?» Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Il y a eu une longue pause. Puis, elle a dit « Pourquoi es-tu comme ça ces derniers temps ?»« Oh, ces derniers temps. » C'est ce mot qui m'a mis en colère. Parce que ce n'était pas « ces derniers temps ». Cette lente érosion durait depuis des mois, peut-être plus. C'était juste que maintenant, j'avais cessé de lui faciliter la tâche de s'appuyer sur moi tout en m'ignorant en retour. Elle a fait comme si c'était moi qui changeais. Mais en réalité, j'étais juste fatigué de porter notre fardeau émotionnel à tous les deux. J'ai arrêté de m'ouvrir après ça. Pas par vengeance, pas pour lui faire ressentir ce que je ressentais. Je n'avais tout simplement plus l'énergie. Quand on parle et que personne n'écoute, on finit par oublier comment dire ce qu'on ressent. C'était pour des petites choses comme quand je lui ai dit que je pensais changer de carrière et qu'elle a répondu « Tu dis toujours ça ?» Ou quand je lui ai dit que je n'avais pas bien dormi depuis des jours et qu'elle a rétorqué « Peut-être que tu devrais arrêter de regarder YouTube si tard. » Ou quand je lui ai dit que je me sentais bizarre ces derniers temps, pas triste, juste plat. Et elle a dit « Tu es probablement juste stressé, va faire du sport ou quelque chose. » Ce n'étaient pas des réponses violentes, mais elles étaient de vides émotionnellement en faillite. Elle n'était pas méchante. Elle était absente. Le genre d'absence qui est juste devant vous. Ce qui empirait les choses, c'était la façon dont elle continuait à exiger une connexion sans rien faire pour se connecter vraiment. Elle demandait « Pourquoi on ne se sent plus proche ?» Ou pire, « Est-ce que tu m'aimes encore comme avant ?» Et je voulais crier « T'aimer. Je fonctionne avec les dernières gouttes de carburant et je suis encore là. » Mais je n'ai pas crié. Je n'ai jamais crié. J'ai juste ravalé ma salive. C'est ce que je ressentais chaque jour. Avaler des morceaux de verre. J'ai arrêté de parler. J'ai commencé à noter mes pensées dans l'application de notes de mon téléphone. J'écrivais ce que je voulais dire, puis je l'effaçais, non pas parce que j'avais peur du conflit, mais parce que je savais que ça n'aurait aucune importance. Elle a cessé d'être ma personne et j'ai cessé d'essayer d'être la sienne. Nos conversations se sont transformées en logistique. À quelle heure on part? As-tu appelé le plombier? Peux-tu acheter du lait en rentrant? C'était comme parler à un colocataire qu'on n'appréciait pas particulièrement. Et pourtant, je suis resté. Pourquoi? Peut-être par routine. Peut-être parce qu'une partie de moi espérait encore qu'elle se réveillerait et dirait « Je te vois, je sais que j'ai été distante, réglons ça. » Mais ça n'est jamais arrivé. Pas une seule fois. Un soir, j'étais assis seul sur le porche arrière. J'avais une bière à la main et un sweat à capuche. Il faisait froid. Le genre de temps qui vous fait penser plus que vous ne le devriez. J'ai regardé le ciel et j'ai réalisé que j'avais passé des semaines sans partager un vrai moment avec la femme que j'aimais. Elle est sortie, s'est assise à côté de moi 1 minute, puis a demandé « Pourquoi es-tu si silencieux tout le temps ?» Et j'ai répondu « Parce que quand je parle, il ne se passe rien. » Elle n'a pas répondu. Elle est juste rentrée. Et c'est cette nuit-là que j'ai su. Je n'étais pas marié à une partenaire. J'étais marié à un mur. Et chaque fois que j'essayais de frapper, je n'entendais rien en retour. Mais je n'allais plus supplier. Ce silence qu'elle me donnait, j'allais apprendre à y vivre aussi. C'était un dimanche après-midi. Rien de spécial. Juste un de ces longs jours tranquilles où le monde semble reprendre son souffle. J'étais dans la cuisine en train de rincer la vaisselle. Elle était assise à la table de la salle à manger avec son ordinateur portable ouvert, faisant semblant de travailler, mais regardant surtout Instagram. Il y avait un calme entre nous, le genre de silence qui autrefois semblait paisible, mais qui était devenu dense de tout ce que nous ne disions pas. Elle a levé les yeux et a dit « Je vais chez Tiffany plus tard. Elle va très mal à cause de sa rupture. J'ai besoin d'être là pour elle. » J'ai hoché la tête. « D'accord. Tu veux que je te dépose ?» Elle ne m'a même pas regardé. « Non, je vais prendre un Uber. » Quelques secondes ont passé et elle a ajouté « Elle a vraiment besoin de quelqu'un pour l'écouter en ce moment. Tu sais comment elle est. » Oui, je savais. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. J'étais autrefois cette personne pour elle. Maintenant, j'étais juste un gars
qui nettoyait la vaisselle pendant qu'elle s'habillait pour aller chercher du réconfort ailleurs. Mais ce n'est pas ça qui m'a brisé. Ce qui m'a brisé, c'est ce qui s'est passé 1 heure plus tard. Elle était dans la salle de bain en train de se coiffer, s'habillant comme si elle allait à une fête plutôt que chez une amie en pleurs. Jean moulant eyeliner ce parfum que je n'avais pas senti depuis des semaines. Et quelque chose en moi s'est brisé, en silence, sans colère. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas élevé la voix, mais j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. De la même manière qu'une corde finit par céder, après avoir supporté un poids trop longtemps. Je suis entré dans l'encadrement de la porte de la salle de bain et j'ai dit « Hé, je peux te demander quelque chose ?» Elle était en train de boucler une mèche de cheveux et m'a regardé dans le miroir. « Est-ce que tu n'es jamais fatigué d'avoir besoin de moi uniquement quand tu t'effondres ?» Elle s'est arrêtée, m'a regardé à travers le miroir, comme si j'avais parlé une autre langue. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je veux dire. Ai-je fait une pause, essayant de bien formuler ma phrase. Chaque fois que tu es contrarié, tu viens à moi. Quand tu es en colère, tu te défoules sur moi. Quand tu es stressé, tu te décharges sur moi. Quand tu es inquiète, je suis ton confident. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, même un peu d'affection ou un espace pour parler, je n'obtiens rien. Elle a ri, un vrai rire. « Waouh, quel drame !» a-t-elle dit, se retournant vers son fer à boucler. « Tu tiens vraiment les comptes du soutien émotionnel maintenant ?» Non, dis-je calmement. Je suis juste en train de réaliser que je ne suis pas ton partenaire. Je suis ta poubelle. Ça a attiré son attention. Elle s'est retournée complètement vers moi cette fois, le fer à boucler débranché, les bras croisés. Ce n'est pas juste. J'ai hoché la tête. Peut-être pas, mais c'est comme ça que je le ressens. Tu déverses tout sur moi. Ton stress, ta colère, tes déceptions, et je l'accepte, je le porte pour toi. Mais quand j'ai besoin de quelqu'un pour porter le mien, tu n'es nulle part. Elle m'a regardé pendant une longue seconde et a dit « Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. » Et voilà cette phrase. « Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. » Non pas parce que je ne le lui avais pas dit, mais parce qu'elle n'a jamais écouté quand je le faisais. Parce qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour partager quelque chose d'inconfortable, elle coupait court, minimisait ou disait qu'elle était trop fatiguée. Alors avec le temps, j'ai simplement cessé de dire quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement éloigné. Je ne voulais pas me battre. Je ne voulais pas d'excuses qu'elle ne pensait pas. Je ne voulais tout simplement plus être la poubelle. Cette nuit-là, elle est rentrée tard. Je ne sais pas si elle est vraiment allée chez Tiffany. Je m'en fichais. Elle n'a pas envoyé de message. Elle n'a pas appelé. Elle est juste rentrée, sentant la vodka et le parfum, et s'est effondrée sur le lit sans un mot. J'ai dormi sur le canapé, non pas parce que nous nous étions disputés, mais parce que le lit ne me semblait plus à moi. Il ressemblait à un endroit où l'amour avait vécu. Après ça, j'ai changé en silence, subtilement mais complètement. J'ai cessé de demander comment s'était passée sa journée. J'ai arrêté d'essayer de faire le dîner le mercredi, qui était autrefois notre soirée. J'ai arrêté de lui frotter le dos quand elle avait des crampes. J'ai arrêté de lui rendre de petits services. J'ai arrêté de vérifier si son réservoir d'essence était plein. J'ai arrêté de lui rappeler de prendre ses vitamines. Elle l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué, mais pas comme je m'y attendais. Un soir, elle est venue vers moi et a dit « Pourquoi es-tu si froid ces derniers temps ?» Je l'ai regardée et j'ai répondu « Parce qu'être chaleureux n'a pas fonctionné. » Elle semblait confuse, voire blessée, mais je n'ai pas donné plus de détails. À quoi bon? J'étais devenu son système de soutien, son thérapeute, son cheerleader et son éponge émotionnelle. Et en retour, je n'ai rien obtenu, pas même de la reconnaissance. Il y a eu un moment précis qui a scellé les choses pour moi. J'étais assis dans le salon, l'ordinateur portable ouvert, postulant à de nouveaux emplois, ce que je n'avais pas fait depuis des années. J'avais peur, j'étais incertain, et honnêtement, j'avais juste besoin que quelqu'un me demande comment je le vivais. Elle est passée et a dit « Tu es encore sur cette histoire de travail ? Je pensais que tu allais faire une pause. » J'ai regardé l'écran. Oui, eh bien, je ne peux plus me permettre de rester immobile. Elle a haussé les épaules et a dit « Bon, ne stresse pas. » Puis elle a quitté la pièce. C'était tout. Pas de « Comment puis-je t'aider ?» Pas de « Tu veux en parler ?» Juste un commentaire en passant avant de retourner dans sa bulle. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Dorénavant, je la traiterai exactement comme elle me traitait. Émotionnellement indisponible, sélectivement attentif, superficiellement solidaire. Pas pour la blesser, mais pour survivre. Parce qu'être la poubelle émotionnelle de quelqu'un n'est pas seulement épuisant, c'est dégradant. Cela vous convainc lentement que vos pensées, vos sentiments, votre douleur n'ont pas d'importance. Et je refusais de vivre de cette façon plus longtemps. Alors j'ai commencé à dire « je suis occupé » quand elle voulait parler. J'ai commencé à dire « je suis fatigué » quand elle voulait de l'attention. J'ai cessé de réagir quand elle pleurait.
J'ai arrêté de me rapprocher quand elle s'éloignait. J'ai cessé d'être son filet de sécurité émotionnelle parce qu'elle n'a jamais été le mien. Ce qui est drôle, c'est que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à remarquer. C'est alors qu'elle a commencé à demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» C'est alors qu'elle a commencé à dire « J'ai l'impression de te perdre. » Et dans ma tête, tout ce que je pouvais penser était « Tu m'as déjà perdu. Tu n'as juste pas entendu le bruit quand je me suis brisé. » C'est arrivé un mercredi. Je m'en souviens parce que les mercredis étaient notre truc. Soirée en amoureux en milieu de semaine. Rien d'extravagant. Peut-être des plats à emporter et un film à la maison. Parfois nous faisions une promenade où nous nous asseyions simplement sur le canapé et parlions de rien. C'était notre bouton de réinitialisation quand la vie devenait trépidante. Mais ces mercredis avaient disparu depuis longtemps. Dernièrement, elle était soit trop fatiguée, soit trop occupée, soit trop distraite. Cette semaine-là, le silence régnait entre nous depuis dimanche. Pas un silence froid, juste un vide. Nous parlions quand c'était nécessaire, mais il n'y avait aucune chaleur derrière. Je ne la poursuivais pas. Je ne demandais pas pourquoi. J'avais appris ma leçon. Quand on demande, on devient le problème. Donc j'étais assis à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, en train de peaufiner une présentation pour un client potentiel. Je suis freelance depuis que j'ai quitté mon ancien emploi. Plus de salaire, plus de plan de retraite, juste la pression. La pression de survivre et de construire quelque chose par moi-même. Elle m'avait à peine demandé comment ça se passait. Elle est entrée dans la pièce et a tourné autour du comptoir. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne voulais pas lire son visage. Je ne voulais pas voir si elle était contrariée, ennuyée ou indifférente. J'ai juste continué à taper. Elle s'est éclaircie la gorge. « Hé, j'ai besoin d'un service. » J'ai fait une pause. « Qu'y a-t-il » Elle a hésité. Cette pause, je la connaissais. Ça signifiait que je n'allais pas aimer ce qui suivait. « J'ai besoin que tu m'emmènes chez Nicole samedi. » Son mari lui organise un dîner d'anniversaire surprise et elle m'a demandé d'être là tôt pour aider à décorer. C'est un grand truc. J'ai cligné des yeux. « Samedi, je pensais que tu allais voir ta mère ce jour-là. » Elle a haussé les épaules. Changement de programme. J'ai hoché lentement la tête. Et tu as besoin que je t'y emmène. Elle a souri. Le genre de sourire poli qu'elle utilisait avec les étrangers ou les représentants du service client. Oui, c'est à l'autre bout de la ville et je ne veux pas prendre un Uber aussi loin. Je suis resté assis une seconde, puis j'ai dit quelque chose que je ne lui avais pas dit depuis des années. Non. Juste ça. Sans colère, sans sarcasme, sans explication. Son expression a à peine changé. Qu'est-ce que tu veux dire par non ? Je veux dire que je ne vais pas t'emmener. Un instant s'est écoulé. Elle a cligné des yeux, a laissé échapper un petit rire. Sérieusement ? Oui, sérieusement. Son ton a changé. Pourquoi pas ? J'ai du travail, j'ai des choses à faire pour moi. Et même si je n'en avais pas, je l'ai regardé droit dans les yeux, je suis fatigué. Elle a plissé les yeux. Fatigué de quoi ? J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis levé lentement. Fatigué d'être pratique. Elle a croisé les bras. Oh, ça recommence ? Non, ça ne recommence pas. Ça s'arrête tout simplement. Je ne criais pas. Je n'essayais pas de la provoquer. Je ne pouvais tout simplement plus le faire. Je suis passé à côté d'elle et me suis appuyé contre le comptoir. Tu veux la vérité ? La vraie raison ? Elle n'a pas répondu. Je ne veux pas faire des choses pour quelqu'un qui ne me remarque que lorsqu'elle a besoin d'être conduite quelque part ou d'un service. Je ne veux plus me présenter pour quelqu'un qui ne m'a pas vraiment demandé comment j'allais depuis des mois. Tu ne me vois pas. Tu m'utilises. Elle a froncé les sourcils. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est honnête. J'ai pris une profonde inspiration. Tu me demandes des choses comme si j'étais ton assistant ou ton chauffeur ou ton homme à tout faire par défaut. Mais quand je demande quelque chose, une conversation, une soirée 5 minutes d'attention, je reçois ce visage fatigué. Je suis congédié. Alors non, je ne vais pas t'emmener. Elle m'a regardé comme si elle essayait de savoir si je bluffais. Je ne bluffais pas. Tu es un peu mesquin, a-t-elle dit. C'est juste un trajet. J'ai souri amèrement. Il ne s'agit pas du trajet. Il s'agit de tout le reste. Le trajet, c'est juste la dernière chose que tu t'attends à ce que je fasse. Sans hésitation. Elle m'a fixé. Alors quoi ? Tu tiens les comptes maintenant ? Non, dis-je. Maintenant, je pose des limites. Et ce fut tout. Je suis retourné à ma place, j'ai rouvert mon ordinateur portable, j'ai recommencé à travailler. Elle est restée là un moment, essayant de trouver quoi dire. Mais je pense que pour la première fois, elle a réalisé que je ne bluffais pas, que ce n'était pas une manœuvre passive-agressive, que je ne boudais pas ou n'essayais pas de la manipuler. J'en avais marre. Marre de courir après les conversations. Marre d'attendre qu'elle remarque à quel point j'étais devenu déconnecté.
marre d'être celui qui faisait tourner les roues pendant qu'elle était en pilote automatique émotionnel. Ce soir-là, j'ai fait le dîner pour moi, et je ne lui ai pas demandé si elle avait faim. J'ai mangé seul dans le salon. Elle est entrée à mi-repas et s'est assise à l'autre bout du canapé, en silence, me regardant plus que la télévision, comme si j'étais une nouvelle version de quelqu'un qu'elle connaissait autrefois. À un moment donné, elle a dit « Pourquoi ne m'as-tu pas demandé si je voulais manger ?» J'ai continué à mâcher, puis j'ai répondu « Tu ne me l'as pas demandé depuis des semaines. » Silence. Je ne l'ai pas dit pour la blesser. Je l'ai dit parce que c'était vrai. On peut aimer quelqu'un et quand même arriver à un point où l'on ne peut plus être son serviteur. On peut vouloir sauver une relation et quand même avoir besoin de se sauver soi-même d'abord. Et ce non, ce simple non, calme et sans excuse, fut le premier vrai pas que je fis pour me retrouver. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose a changé en elle. Je ne sais pas si c'était la culpabilité, la confusion ou la peur de perdre le contrôle, mais elle a commencé à faire de petites choses, à demander comment allait mon travail, à proposer de préparer le déjeuner, à entamer à nouveau des conversations légères. Mais tout semblait tardif, pas faux, juste en retard, comme une alarme incendie qui se déclenche quand le feu est déjà éteint. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je n'avais pas seulement dit non à ce trajet. J'avais dit non au fait d'être invisible, non au contrat silencieux que nous avions créé où elle recevait et je devais donner. Et une fois que vous dites non et que vous le pensez, cela reconfigure toute votre relation avec vous-même. Vous réalisez depuis combien de temps vous trahissez vos propres besoins pour le confort de quelqu'un d'autre. Alors j'ai continué à le dire. Non, je ne veux pas parler maintenant. Non, je ne vais pas bien. Non, je ne veux pas aller à ce dîner. Non, je ne suis pas d'accord avec la façon dont les choses se sont passées. Et chaque fois, je devenais plus silencieux, pas plus en colère, juste plus résolu comme un homme qui se réveille d'un long sommeil. Elle a commencé à paniquer de petites manières. Je pouvais le voir. Elle essayait de se blottir dans le lit. Je ne bougeais pas. Elle disait « Tu me manques ». Je ne répondais pas, elle pleurait. J'écoutais, mais je ne courais pas la consoler comme avant. Non pas parce que je ne m'en souciais plus, mais parce que je n'avais plus rien à donner. On ne peut pas remplir la tâche de quelqu'un d'autre quand la sienne est complètement vide. Le premier « non » m'a semblé étrange, mais chacun des suivants est devenu plus facile, plus naturel, plus proche de l'homme que j'étais avant de me contorsionner pour devenir le filet de sécurité émotionnelle de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'au fond d'elle, elle savait que cette version de moi ne reviendrait jamais. Cela ne s'est pas produit comme je l'avais imaginé. Si je suis honnête, je n'avais jamais imaginé que cela arriverait du tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'effondre. Elle était toujours si posée, si sûre d'elle. Même quand elle était dédaigneuse, même quand elle m'ignorait, elle le faisait avec une sorte de confiance désinvolte qui donnait l'impression qu'elle savait que je serais toujours là. Mais cette nuit-là, elle a finalement craqué. Et la partie la plus étrange, c'est que je n'ai rien ressenti. Laissez-moi revenir en arrière. Les choses étaient en silencieuses d'entre nous depuis des semaines. Pas froides plus maintenant, juste silencieuses. Comme deux personnes qui avaient déjà signé les papiers du divorce émotionnel, mais qui attendaient encore les officiels. Elle essayait à sa manière. Je lui accorde cela. Elle avait recommencé à cuisiner de petites choses. Elle avait commencé à demander comment j'allais, même si c'était maladroit. Elle s'asseyait plus souvent à côté de moi, cherchait ma main pendant les séries. Mais à ce moment-là, mon cœur n'était même plus dans la pièce. J'étais poli, présent, mais absent. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amer. J'étais simplement arrivé au stade final du détachement. Le genre où l'on peut voir quelqu'un pleurer et savoir quand même qu'on ne reviendra pas. Pas une seconde. Ce soir-là, elle est rentrée tard. J'étais déjà au lit, pas endormi, juste à fixer le plafond. J'ai entendu le cliquetis des clés, la porte s'ouvrir, ses talons cliquant doucement sur le sol, puis le silence. Elle n'est pas venue tout de suite dans la chambre. J'ai entendu le réfrigérateur s'ouvrir de l'eau, être versée, puis ses pas à nouveau plus lents, cette fois. Quand elle est finalement entrée, j'ai pu voir que quelque chose n'allait pas. Son visage semblait fatigué, pas seulement physiquement, mais comme si elle avait retenu quelque chose trop longtemps et que cela avait finalement cédé. Elle s'est assise sur le bord du lit, sans un mot. Je n'ai pas bougé, j'ai juste attendu. Après une longue pause, elle a murmuré « J'ai l'impression de t'avoir perdu ». Je n'ai pas répondu. Elle s'est tournée vers moi. C'est le cas. Toujours rien. Je n'essayais pas de la punir. Je n'avais simplement rien à offrir qui puisse changer la vérité. Elle m'avait perdu. Pas d'un coup, mais en des milliers de petits moments silencieux qu'elle pensait sans importance. Elle a baissé les yeux. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, à la façon dont j'ai été, à la façon dont je n'ai pas vu ce que je te faisais. J'ai hoché la tête une fois plus par politesse que par accord. J'ai été égoïste, a-t-elle continué.
Je ne voulais pas l'être, mais je l'ai été. Je suis devenue complaisante. J'ai cessé de t'apprécier. Je pensais que tu serais toujours là. Et quand tu as commencé à t'éloigner, j'ai paniqué, mais je ne savais pas comment arranger les choses. Alors j'ai juste fait comme si de rien n'était. Je me suis assis toujours silencieux. Elle a continué à parler. Tu n'es plus le même. Tu t'illuminais quand j'entrais dans une pièce. Tu me racontais tes pensées. Maintenant, tu es juste là, mais pas vraiment là. C'était vrai. J'étais dans la pièce, mais je n'étais plus à elle. Elle a essuyé une larme du revers de la main. Tu m'aimes encore. J'ai pris une inspiration. Je tiens à toi. Son visage s'est légèrement contracté, comme si cette phrase faisait plus mal qu'une gifle. Ce n'est pas la même chose. Non, dis-je doucement. Ce n'est pas la même chose. Elle s'est mise à pleurer alors. À pleurer vraiment. Le genre de pleurs qui vient du regret, de la honte, de la réalisation qu'on a pris quelque chose pour acquis et que c'est parti pour toujours. Je ne voulais pas te blesser, a-t-elle dit. Je ne savais tout simplement pas comment être ce dont tu avais besoin. Je pensais que l'amour signifiait que tu attendrais que je trouve la solution. Je l'ai regardée et j'ai dit « J'ai attendu ». Elle a hoché la tête, pleurant plus fort. Je sais et j'ai gâché ça. J'ai perdu tellement de temps à agir comme si tu n'avais pas d'importance. Et tu en avais. Tu as toujours eu de l'importance. J'étais juste trop centré sur moi-même pour le voir. Je n'ai pas essayé de la prendre dans mes bras. Je ne lui ai pas donné de mouchoir. Je l'ai juste laissé ressentir ce qu'elle avait besoin de ressentir. Quelque chose que j'avais fait 100 fois seul derrière des portes closes, pendant qu'elle dormait paisiblement à côté de moi. « Je veux arranger ça », a-t-elle murmuré. « S'il te plaît, dis-moi quoi faire. Je ferai n'importe quoi. » J'ai secoué la tête doucement. Il ne s'agit plus de faire quoi que ce soit. Il s'agit du fait que j'ai dû atteindre le point de famine émotionnelle avant même que tu ne remarques que j'étais en train de mourir de faim. Elle a sangloté, essayant de calmer sa respiration. Mais on peut s'en remettre, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit oui. J'ai simplement laissé le silence parler pour moi. Elle s'est penchée vers moi, cherchant ma main. Je l'ai laissé la tenir quelques secondes, puis je l'ai retirée doucement. Pas de manière dramatique, pas cruellement, juste avec le calme de quelqu'un qui connaît enfin la réponse à une question qu'il se pose depuis des années. « Oh, j'ai passé tellement de temps à attendre que tu t'en soucies, dis-je. Mais maintenant que tu le fais enfin, j'ai cessé d'en avoir besoin. Ce fut le vrai crève-cœur. Pas pour moi, mais pour elle. Parce que la vérité, c'est que lorsque quelqu'un se réveille enfin et voit les dégâts qu'il a causés, il suppose qu'il peut les réparer. Mais il ne réalise jamais que certaines personnes guérissent en lâchant prise, pas en reconstruisant ce qui s'est déjà effondré. Elle s'est recroquevillée sur elle-même sur le lit, pleurant en silence. Le dos tourné vers moi maintenant. Et un instant, je me suis souvenu à quel point je l'aimais. Je me suis souvenu des premiers jours, des rires, du réconfort, de l'excitation. Je me suis souvenu à quel point j'avais essayé, à quel point j'avais été patient, à quel point j'avais espéré qu'elle me remarquerait à nouveau. Mais tout cela semblait appartenir à une autre vie. Maintenant, tout ce que je ressentais, c'était la paix. Pas la joie, pas le triomphe, juste la paix. Le genre de paix qui vient quand on arrête enfin de supplier d'être vu. Je me suis rallongé, fixant à nouveau le plafond. Les larmes derrière moi ne m'ont pas ému. Non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que je m'en suis soucié trop longtemps, trop intensément, et que je n'ai rien eu en retour. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas de la cruauté, c'était une libération. Le matin, elle était déjà debout, les yeux rouges, silencieuse. Elle n'a pas parlé, elle se déplaçait simplement dans la cuisine, comme une invitée dans sa propre maison. Plus tard dans la journée, elle m'a envoyé un texto. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais j'espère qu'un jour, tu te souviendras plus du bon que du mauvais. Je n'ai pas répondu car parfois le silence n'est pas passif. Il est sacré. C'est le dernier mot quand plus aucun mot n'était nécessaire. Elle a essayé de me contacter davantage après ça. Des excuses, des invitations, des promesses. Tout cela ressemblait à des échos, comme si elle parlait à la version de moi qui n'existait plus. J'avais cessé d'être son homme bien avant qu'elle ne s'en rende compte. Et quand elle a finalement pleuré, je n'ai pas bougé d'un cil.